Le fameux problème de l'échelle, lui aussi un problème célèbre, assez compliqué et très représentatif de ce que vous pourriez avoir à l'examen qui s'en vient cette semaine. Voyons comment on fait ça. Vous avez vu que j'ai pris le temps de redessiner le problème le plus gros possible sur ma feuille et j'ai commencé par indiquer toutes les forces qui s'appliquent, connues ou inconnues, sur notre échelle. La première force, là, c'est une force qu'ils vont appeler la force F1, elle est ici en haut, exercée par le mur sur l'échelle. C'est une force normale qui est à 90 degrés, donc perpendiculaire au mur sur lequel l'échelle est à côté, et on la connaît pas, on nous demande de la trouver. Deuxième force, c'est le 900 newtons qui est exercé à 1 mètre du haut de l'échelle, à la verticale. C'est une force gravitationnelle qui correspond au poids d'une personne qui est placée dans l'échelle et qui pousse vers le bas avec 900 newtons. L'autre force, c'est le poids de l'échelle. On vous dit que le centre de masse de l'échelle, exceptionnellement, est pas situé exactement au centre de l'échelle, mais bien à 1,5 mètre à partir du bas. Et on vous dit que le poids de l'échelle, c'est 200 newtons. Donc ça, c'est à la verticale vers le bas aussi, puisque c'est une force gravitationnelle. Et on la dessine comme ça vers le bas. J'ai pas respecté les proportions. Celle de 900 newtons devrait être dramatiquement plus grande que celle de 200. Mon dessin est pas à l'échelle et c'est pas grave. La dernière force, eux, ils l'appellent la force F tout court. Ne pas confondre avec F1 qui est en haut. La force F tout court, c'est une force de friction exercée par le plancher sur l'échelle qui empêche l'échelle de déraper vers la gauche. Les forces de friction sont toujours à contresens du mouvement naturel et l'échelle aurait le goût de glisser là comme ça en se déplaçant vers la gauche et c'est la force H qui va la retenir. Mais il y a aussi une force exercée par le plancher vers le haut que je vais appeler V. C'est une force normale qui empêche l'échelle de traverser le plancher, de passer au travers. Je l'appelle V pour vertical et H, la force de friction qui empêche l'échelle de glisser, c'est H pour horizontal. Eux, ils n'utilisent pas V et ils n'utilisent pas H. Ils utilisent plutôt une force combinée, F tout court, avec un angle phi, qui est la combinaison de V et de H. Pour garder les choses simples, moi, je les ai séparés. On pourra toujours les recombiner à la fin pour répondre comme il faut, en utilisant le théorème de Pythagore et en faisant la longueur de F est égale à la longueur de V au carré plus H au carré racine, et en ayant en tête qu'on peut retrouver l'angle phi de la force F avec l'arc tangente ou tan de moins 1, c'est la même chose, là, arc tan, tan de moins 1, même chose sur la calculatrice, de V, le côté opposé, sur H, le côté adjacent à l'angle. Et si votre calculatrice est réglée en degrés, ça va vous donner le bon angle phi exprimé en degrés. Maintenant, voyons comment on résout un problème comme ça. Première chose, vous voulez vous rendre compte qu'on a 1, 2, 3 inconnus. Donc, on a besoin de 3 équations pour solutionner le problème à 3 inconnus. Les 3 équations, ce sont les suivantes. Somme des moments de force égale 0. Somme des forces en X égale 0. Et somme des forces en Y égale 0. Ça, ce sont les conditions de l'équilibre statique. Comme on est en 2 dimensions, on a X et Y à la fois. Et en plus de ça, on a les moments de force. J'ai placé ma convention de signe pour le moment de force et mon système d'axes X, Y à gauche pour pouvoir y référer aux besoins. Je vais commencer avec le plus facile. Je vais faire la somme des forces en X et la somme des forces en Y. Pour la somme des forces en X, j'ai pas grand-chose. J'ai seulement la force F1 et la force H. Donc, je vais l'écrire. Force H positif moins force F1 négatif puisqu'elle est à contresens de X égale 0. Et ça me donne une première équation. Malheureusement, dans cette équation-là, j'ai 2 inconnus, H et F1, que je connais pas, et je peux rien faire pour l'instant avec l'équation. On verra plus tard. Deuxième équation, somme des forces en Y égale 0. Là, il y a plusieurs forces. On va commencer avec ce qui est positif. On a V vers le haut, donc positif. Ensuite, on a moins 200, moins 900. Vers le bas, contresens de Y, donc négatif. Et on dirait que c'est tout. Donc, j'écris égal 0. Ça, c'est bien parce que on a une seule inconnue, V,
Et on peut la calculer, à moins qu'on ait oublié quelque chose, mais on se rend compte qu'on n'a rien oublié. On a tout ce qu'il faut à la verticale, donc on peut calculer V. Et une fois qu'on aura V, on pourra peut-être calculer d'autres choses plus tard. Donc on peut tout de suite considérer que l'inconnu V, on la connaît, on passe le 200 et le 900 de l'autre côté, et on va avoir V est égal à 900 plus 200, ça nous fait 1100 newtons. OK, bonne nouvelle, on connaît déjà la composante verticale de la force F inconnue. Maintenant, continuons. Pour obtenir F1, qu'on ne connaît pas, et peut-être H éventuellement, il va falloir utiliser notre dernier outil qui est disponible, somme des moments de force égale 0. Et là, des moments de force, il y en a plusieurs. Pour calculer les moments de force, il faut choisir un pivot. Pour les problèmes de statique, vous pouvez prendre le pivot que vous voulez. Par contre, avec un peu d'intuition, on est capable de choisir un pivot qui va nous faciliter le travail. Si vous choisissez votre pivot ici en haut, ça va fonctionner, ça va être laborieux. Si vous choisissez votre pivot ici, ça va fonctionner, mais ça va être laborieux. Si vous choisissez votre pivot là, ça va fonctionner, mais ça va être laborieux aussi. Choisissez le pivot dans le milieu, ça va marcher, mais ça va être lent. Tu peux même choisir un pivot complètement débile, à l'extérieur complètement de l'échelle, et ça va fonctionner. Mais c'est pas la méthode la plus élégante et certainement pas la méthode la plus rapide. La méthode la plus élégante et la plus rapide, c'est de prendre le pivot en bas, au point où V et H s'appliquent. Parce qu'en choisissant le pivot à cet endroit-là, on annule les moments de force de V et de H, et ça tombe bien parce que H, on le connaît pas, V, on le connaît déjà, donc on n'a pas besoin de l'avoir dans notre équation, et ça va rendre le calcul des autres moments de force plus facile. Voyons ce que je veux dire par là. Commençons par le moment de force de F1 calculé par rapport au pivot. On applique la recette, et on va prolonger la ligne d'action de F1. J'arrive dans le texte de l'échelle, mais tu as compris. Et je continue ici la recette en traçant le bras de levier qu'on va appeler R perpendiculaire F1 associé à la force F1. Ce bras de levier-là, on peut le mesurer. On connaît la longueur de l'échelle. La longueur de l'échelle, c'est 3,6 mètres au total. Et on peut, à l'aide de l'angle θ qui est fourni, aller rapporter l'angle θ entre la verticale et l'échelle et aller calculer la longueur du bras de levier R perpendiculaire F1. Voici comment on fait. R perpendiculaire F1, c'est la longueur de l'hypoténuse de mon triangle, 3,6 mètres, multiplié par cosinus de l'angle, puisqu'on cherche le côté adjacent, celui qui touche à l'angle, et comme θ est ici, il touche au bras de levier. Bonne nouvelle pour nous, on obtient un nombre qu'on peut calculer à la calculatrice sans problème, θ on vous le donne, et à l'aide de ça, on va calculer taux F1, le moment de force de la force F1, on la calcule avec F1, qu'on ne connaît pas. Je sais qu'on ne le connaît pas, mais c'est pas grave, on l'écrit quand même. Fois 3,6 fois cos θ. Et dernière étape, il faut placer un plus ou un moins. Pour faire ça, on place notre règle ou un crayon au pivot, on bloque à l'aide de notre main l'objet qu'on a choisi et on mime l'action de la force F1 qui pousse vers la gauche et qui fait tourner dans le même sens que la convention notre échelle. On va dire à ce moment-là que c'est positif et on n'a pas besoin d'ajouter de moins. Bonne nouvelle. On continue maintenant avec la prochaine force, celle de 900 newtons. Pour calculer le bras de levier associé à la force de 900 newtons, c'est la même recette. On prolonge la ligne d'action comme ça ici. On trace un segment perpendiculaire à la ligne d'action qui vient rejoindre le pivot. Cette fois-ci, on est en bas. On l'identifie, R perpendiculaire 900, et on mesure cette longueur-là. Comment on fait pour mesurer cette longueur-là? Ben, encore une fois, on va se servir de la trigonométrie avec l'angle θ qu'on connaît et la longueur de l'hypoténuse. Cette fois-ci, cette longueur-là, c'est 2,6 mètres. Donc, on va dire que R perpendiculaire 900 est égal à 2,6 mètres
fois, est-ce qu'on utilise cos ou sin? Le côté qui m'intéresse est en face de l'angle θ. Donc, c'est sin θ. J'ai pas bien formé mon 2, je vais le refaire. Et on se sert du bras de levier pour la force de 900 pour aller calculer taux de 900 avec la force 900 newtons multiplié par le bras de levier 2,6 sin θ. Encore une fois, il faut vérifier si la force de 900 newtons a le goût de faire tourner l'objet en sens horaire ou anti-horaire pour mettre un plus ou un moins. Vous avez deviné que c'est un moins cette fois-ci parce qu'on pousse vers le bas, ça fait tourner en sens horaire et c'est à contresens de la convention positive. Pour la force de 200 newtons, c'est exactement le même principe que pour celle de 900 newtons. On va avoir un moment de force qui est négatif aussi, mais à la place d'avoir 2,6, on va avoir 1,5 pour l'hypoténuse, et à la place d'avoir 900, on va avoir 200. Ensuite, c'est fini. On n'a plus aucun moment de force à calculer, puisque le moment de force de V et de H est égal à 0 par définition, puisque V et H sont appliqués exactement au pivot. De là l'idée de choisir le point où V et H s'appliquent comme pivot. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de faire la somme de tous les moments de force. Somme des moments de force. Et là, on va avoir le moment de force généré par F1, plus le moment de force généré par la force de 900, plus le moment de force généré par la force de 200. Et il n'y en a pas d'autre. C'est tout. On est déjà arrivé à la fin, puisque V et H n'exercent pas de moment de force. Et là-dedans, vous allez vous ramasser avec des inconnus. En fait, vous allez vous ramasser avec une seule inconnue qui est contenue à l'intérieur du terme moment de force pour F1, et vous allez isoler F1. Une fois que vous allez avoir obtenu F1, il faut retourner dans l'équation somme des forces en X, où on avait H moins F1 égale 0, ou si vous préférez, H est égal à F1, et on va prendre F1 qu'on vient de calculer à l'étape des moments de force, et on va dire que H est exactement égal à F1. Comme on connaissait déjà la force V de 1100 newtons, on connaît tout ce qu'il y a à connaître. Et la dernière étape, c'est de donner la grandeur de la force F tout court, ne pas confondre avec F1, en utilisant V carré plus H carré, et finalement, aller chercher l'angle, il l'appelle pas θ, pardon, c'est vrai, c'est l'angle phi, qui est égal à l'arc-tangente de V sur H, le côté opposé divisé par le côté adjacent, qu'on connaît aussi, et ça nous permet de donner les réponses finales. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé. Le problème de l'échelle mérite d'être révisé pour être confortable et pas faire d'erreurs quand on calcule les moments de force. Les erreurs habituelles là, aux examens, là, c'est que les étudiants dans les moments de force vont pas mettre le bon plus ou le bon moins à cause qu'ils oublient de vérifier avec la convention de signes. Et puis là, ça sabote leur problème et ils trouvent pas les bonnes réponses. Une fois que vous avez tout fini, là, vous pouvez remettre les valeurs de H, de V et de F1 à l'intérieur des équations qu'on avait au début pour vérifier que tout balance et que tout arrive bel et bien à 0.